Bonjour, mesdames et messieurs les téléspectateurs de ceneplus.com. C'est avec un énorme plaisir que nous participons ce matin à cette émission avec comme invitée principale Madame Marie-Angélique Savané, qu'on ne présente pas dans ce pays. Je crois qu'elle est connue ici au Sénégal et ailleurs. Elle a été une figure importante sur le plan politique, mais surtout pour la lutte pour les droits des femmes. Et c'est elle qui est l'invitée aujourd'hui de notre émission. Et à côté de Mme Marie-Angélique Savané, nous avons Mme Céliba, qui est éditorialiste aujourd'hui pour cette émission, et Charles Faye, que nous aimons bien, mais qui n'est pas encore là, pour la première fois peut-être. Et ça montre les avancées des femmes. Nous sommes là depuis très, très longtemps, mais Charles, nous l'attendons, et il nous rejoindra en cours d'émission. Mme Savané, c'est, comme vous le savez aujourd'hui, l'actualité est bouillonnante au Sénégal, aussi bien sur le plan politique que sur le plan social. Nous nous focaliserons beaucoup sur le plan social et nous essayerons de comprendre en prenant un exemple sur le plan international, par exemple la situation en Afghanistan, qui est un modèle que nous devons étudier pour voir ce qui peut arriver à certains pays du Sahel et un pays comme le nôtre, si on y prend garde. Nous allons discuter avec vous de la situation politique, des changements qui interviennent, mais aussi des questions de société que nous vivons au Sénégal, particulièrement la situation de la femme, parallèlement aux violences, mais aussi l'enfance déshéritée et vulnérable. Et nous reviendrons sur ces questions aussi liées justement à la situation économique du Sénégal, la hausse des prix qui aujourd'hui fait débat. Et qu'est-ce que nous pouvons faire plus tard pour que notre pays puisse tirer profit justement de ces mutations sans qu'il y ait une remise en question fondamentalement de ce que nous avons vécu jusque-là. Ma première question est liée à la lecture de l'actualité. Qu'est-ce qui vous frappe en ce moment au Sénégal, particulièrement dans ce Sénégal du début de janvier 2020? Je dois dire que pour moi, le Sénégal a évolué quand même de manière dramatique et drastique en moins d'une génération. Moi, je fais partie de la génération de la colonisation, comme on dit, parce que maintenant, la mode, c'est de dire « je suis né après les indépendances ». Donc, ça veut dire que les gens qui sont nés après les indépendances n'ont pas connu ce pays dans son évolution et surtout la structure urbaine qu'est Dakar, comment elle était organisée, comment elle se donnait, etc. Mais ce qui me frappe, c'est qu'il y a une non-maîtrise de la démographie, urbaine essentiellement. On a vu en quelques années des banlieues se développer et aujourd'hui, de Dakar à Rufisque, même Bargny, il y a une continuité dans l'habitat, dans le mode de vie, dans la promiscuité et dans une espèce de cacophonie qu'on n'arrive plus à se retrouver. Et effectivement, ça crée des violences. Ces violences sont multiples et c'est ce qui nous choque vraiment déjà à la fin de 2019, mais surtout en 2020. Avec les médias, on apprend chaque jour les viols des enfants, des femmes qui sont battues, des femmes qui sont assassinées, des gens et des hommes aussi, qui vivent des violences qu'on ne connaissait pas du tout. Et on a l'impression que toute la société est dépassée. Personne ne semble savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on apprend qu'il y a des meurtres que je dis, de jeunes talibés, et on trouve pratiquement que c'est normal. On arrive à passer en justice, mais la pression est telle qu'on finit par passer à côté. Et franchement, il y a une insécurité globale. Et cette insécurité est quand même dangereuse parce que les gens font... Bon, on dit il y a des problèmes dans les quartiers, il y a des problèmes ici et là-bas, mais on ne se rend pas compte, ça devient une habitude. On est en train de nous habituer chaque jour à nous réveiller, à entendre dans les radios, à lire les journaux, à regarder la télévision. On ne parle que de violence. Et on aliène les gens dans une culture de violence. Et c'est là le danger. Mais Madame Savané, est-ce que cette violence est liée uniquement à Marie-Angélique? Est-ce que cette violence est liée
uniquement à cette urbanisation non maîtrisée? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres effets, d'autres phénomènes qui expliqueraient cette violence? Je pense par exemple à la drogue. Je pense aussi à des croyances mystiques qui parfois poussent à la violence sans qu'on ne maîtrise véritablement ce qui se passe. Est-ce que l'urbanisation, à elle toute seule, suffit pour expliquer cette violence? L'urbanisation est un aspect du sous-développement. C'est-à-dire, le problème, on le prend parce qu'on me demande ce qui me frappe. Mais il faut analyser l'évolution de cette société. Nous sommes devenus indépendants du jour au lendemain, sans projet réel. On avait un projet politique qui était d'obtenir l'indépendance et devenir un État souverain. Un État souverain. Mais comment se construit un État nouveau, différent de l'État colonial? À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé les structures de l'État colonial, on a gardé le projet colonial, on a noircisé, disons, on a mis des Sénégalais à la tête de l'État, mais fondamentalement, le projet colonial est resté, et c'est pour ça qu'à l'époque, on disait c'est du néocolonialisme. La structure de l'économie n'a pas changé, on a une économie arachidienne qui rapidement ne pouvait pas répondre aux besoins des populations qui augmentaient à une allure énorme parce qu'il y avait des progrès dans l'éducation, des progrès dans la santé et une urbanisation. J'insiste sur l'urbanisation parce que l'Afrique a connu dans les temps des formes d'urbanisation, mais qui n'avaient pas cette dimension parce que ce n'était pas un peuplement fort, ce n'était pas une économie de type moderne, etc. Et les gens ont commencé à venir à Dakar parce qu'à Dakar se concentrait le travail, la production, les possibilités de s'en sortir avec le développement du secteur informel. Et aujourd'hui, le problème fondamental, c'est la pauvreté, c'est le sous-développement, c'est l'incapacité pour l'État de définir une politique culturelle, une politique d'éducation qui amène à former un citoyen nouveau. Quel est le profil de citoyen aujourd'hui qu'on a au Sénégal? Je ne peux pas le dire. Avant de donner la parole à nos éditorialistes, bienvenue M. Charles Faye qui est arrivé. Je voudrais insister sur un fait. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction entre l'existence même de Dakar et ce que nous vivons aujourd'hui? Par exemple, Dakar s'inscrivait dans le projet colonial comme étant la capitale de toute la OF, avec l'arrière-pays qui allait jusqu'en Haute-Volta. Dakar, tout cela dépendait de Dakar. Et il n'y a pas eu véritablement de rupture dans ce cadre-là, parce que Dakar n'est pas seulement la ville des Sénégalais, il faut l'admettre. C'est une ville qui draine toute la population aussi de la sous-région et tous ceux qui sont, en tout cas aujourd'hui, installés et qui nous viennent même au-delà de la sous-région. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, je pense, pour ce qui concerne Dakar, et je pense à mon ami et collègue Boubacar Bari qui a l'habitude de dire que Dakar a tourné le dos à l'intérieur de l'Afrique et s'est complètement ouverte, cette ville, sur l'océan Atlantique. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, parce que dès l'indépendance, ce qu'on aurait dû faire peut-être, c'est sortir de Dakar, transférer la capitale ailleurs, pas à Saint-Louis, mais à l'intérieur même du Sénégal, pour permettre de corriger ce que la colonisation avait fait. C'est vrai que Dakar est très agréable avec la mer. Question, tu réponds déjà. Non, Dakar est très agréable avec la mer et tout, mais est-ce que ce n'est pas là le véritable problème que nous avons avec Dakar? Je pense que c'est un problème fondamental. Pourquoi on a créé Dakar? Parce que c'était la période de la colonisation à partir de l'Atlantique. Donc, pour les Européens qui venaient du Nord, s'installer dans une rade comme Dakar, ça pouvait se justifier. Et à partir de là, leur projet, c'était un arrière-pays qui produisait de l'arachide et autres, et d'avoir une capitale agréable, qui était facile d'accès, etc. Parce que l'axe était nord-sud. C'est évident que par la suite, ils ont pénétré le Mali, ce qui est aujourd'hui le Mali, la Haute-Volta, etc., parce que c'était l'arrière-pays qui produisait d'abord des travailleurs qui venaient travailler l'arachide ici en Afrique. On parle des Nawetan dans le domaine du sport, mais le Nawetana a commencé avec les travailleurs, soit le travail forcé, soit le travail, accepté, qui venaient travailler au Sénégal avec l'économie arachidienne. Et l'économie arachidienne ne pouvait tourner que vers un port, parce qu'il fallait exporter. À partir du moment où on a balkanisé, c'est Senghor qui a dit ce terme qui était réel, l'Afrique en des micro-États, c'est évident que
l'économie arachidière allait toujours vers la côte parce qu'on n'avait pas de système de production et de transformation ici. Il aurait fallu changer la perception. Que Dakar reste capitale n'était pas un problème, mais il fallait diversifier l'économie de telle sorte que, et on l'a proposé pendant des années, qu'il y ait un aménagement de territoire qui permette de développer des pôles économiques. Et à ce moment-là, Dakar ne pouvait pas être atrophié comme cette ville l'est aujourd'hui. Donc c'est la conception du nouveau projet souverain qui a été biaisée dès le départ. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait des politiques qui assument qu'il faut repenser entièrement l'aménagement de pays. Ce n'est pas le problème de dire on transfère la capitale, ça importe peu, mais créer de nouveaux pôles de développement, que ce soit Thiès, que ce soit Ziguinchor, autour des régions comme on les avait, mais on a continué à couper des choses qui ne sont pas viables. Espérons que le projet... Je pense que le problème de fond aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on accepte de nous arrêter et de repenser le Sénégal dans un monde du 21e siècle où la dynamique, ce n'est plus de produire de l'arachide, mais c'est de se tourner vers le savoir. Le Sénégal a une position privilégiée. On est entre une jonction, on est à 5 heures de l'Europe, on est à 6 heures de l'Amérique, et au fond, on devrait devenir, si on a un vrai projet ambitieux, le centre du commerce triangulaire. Merci Marie-Angélique. Espérons que le projet d'aménagement du territoire lancé par le président Macky Sall la semaine dernière puisse servir à corriger, en tout cas à remettre la question au centre du débat national. Ça doit être basé sur une nouvelle approche du développement économique et social. C'est-à-dire, on ne fait pas le danger du Sénégal, on a toujours des projets nouveaux. Mais sur quoi c'est basé? Si on a une économie qui est aussi dépendante de choses qu'on tourne vers l'extérieur, c'est évident qu'on va faire du Tafiengel. Senghor avait un projet d'aménagement des terres neuves. Ça, je suis sûre que peu de gens connaissent parce que les jeunes générations n'ont jamais entendu parler de... Et c'est ce qui a permis de désengorger le bassin arachidier pour créer de nouvelles... Mais c'était lié aussi à un projet économique qu'on ne trouve pas. Aujourd'hui, quel est le projet? On va revenir à cette question importante, surtout en perspective des nouvelles ressources, le pétrole, le gaz. Maintenant, je vais me tourner vers nos éditorialistes pour avoir les réactions sur le thème développé par Mme Savané et qui est un thème extrêmement important parce qu'il dépend largement de l'avenir de ce pays. Madame Seliba, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Bo. Je pense que Madame Savané est revenue sur beaucoup de choses, mais ce que je retiendrai, c'est l'absence d'une politique claire. Je dis souvent, on fait beaucoup de production. Le Sénégal fait beaucoup de production. Peut-être on reviendra un peu sur le dialogue politique et beaucoup d'assises. En tout cas, il y a eu beaucoup de matériaux, beaucoup d'éléments qui pourraient nous permettre, en tout cas, d'alimenter, en tout cas, les politiques qu'on doit mettre en place. Donc, il revient aujourd'hui, en tout cas, aux responsables de concevoir des politiques claires et de prendre les moyens qu'il faut pour, en tout cas, mettre en œuvre ces politiques. On a parlé de problèmes d'urbanisation, de sécurité aujourd'hui, des enfants talibés, etc. Et moi, ce que je vois, c'est que pour ce début 2020, c'est juste un reportage de problèmes. On a juste reporté les problèmes de 2019, etc. Donc, on est dans ce processus de reportage et que ces problèmes ne sont jusqu'à présent pas pris en charge de manière, en tout cas, pris en charge simplement de manière entière. Et ce qui fait que ça crée d'autres problèmes. Parce que rien que le problème de la sécurité aujourd'hui qui ne cesse de se poser, il y a eu des meurtres, il y a eu des actions en 2019 pour dénoncer les meurtres qu'on a eu. Aujourd'hui, rien que janvier, les tableaux, les journaux, c'est des meurtres. Ça, c'est un problème. Non, on reviendra sur la question de l'insécurité, mais je voudrais poser à notre éditorialiste Charles, en quoi se manifeste cette urbanisation? Quel est aujourd'hui le problème le plus illustratif des difficultés que nous rencontrons dans cette ville de Dakar? Mais je vais commencer peut-être par vous présenter des excuses pour ce retard inacceptable des dames quand même. Je ne devrais pas
indépendant quand même de ma volonté, mais je vous présente toutes mes excuses. Hein. Mais je pense que moi je suis largement d'accord avec Mme Angélique Savané. Ça veut dire qu'il y a une faillite qui aujourd'hui est une résultante de l'absence d'une décision très forte de création d'un projet de société cohérent, conçu à partir des valeurs qui sont les nôtres, le socle qui est le nôtre. Je pense que nous avons fait quoi? Nous avons fait du copier-coller. Nous avons commencé le copier-coller bien avant que le digital n'intervienne dans notre société. Nous avons calqué. Et bien entendu, on se retrouve aujourd'hui un peu dépassé. Et pourquoi? Parce qu'il y a le secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est la faillite du secteur primaire qui fait que tout le monde s'est retrouvé vers le centre pour la seule et simple raison qu'on n'a pas eu cette lecture dynamique et peut-être mathématique des cercles concentriques. La toile d'araignée, il suffit de s'en inspirer. On va du centre jusqu'aux limites que l'on s'y fixe par rapport au cercle le plus lointain. Et nous n'avons jamais développé cela. Je pense qu'aujourd'hui, l'exode rural entamé à partir des années 60, la fin des années 60, début 70, qui fait qu'en 1973, la sécheresse, les années qui ont suivi, les difficultés qui ont fait migrer quand même une bonne partie de la population intérieure agricole vers Dakar, n'a pas été assez analysé du simple fait qu'auparavant, les politiques dynamiques de conquête, parce qu'aussi, ça c'est quand nous discutons depuis le début, quand je vois aussi tous les sujets que nous abordons, nous avons toujours cette tendance à faire dans la revendication historique, la revendication sociale, économique. Mais c'est quoi nos parts de conquête ? Et c'est de cela qu'aujourd'hui souffre le Sénégal. Bien entendu, on se retrouve quelques années après, 60 ans, avec 16 à 17 millions d'habitants. Rien n'a été préparé, avec 70% de jeunes qui ont moins de 19 ans. Pourtant, il y a eu des tentatives. Parce qu'aujourd'hui, un des gros problèmes, c'est la pression démographique. Il y a un moment où les femmes étaient très impliquées dans la réflexion et le travail autour de la planification familiale, par exemple. Nous avons eu beaucoup d'organisations et de débats. Dans les partis de gauche, il y a eu un travail important qui a été élaboré. Jusqu'aux Assises nationales de 2008 qui présentaient un projet de société. Mais tout le problème, c'est l'appropriation de tout cela par les populations. C'est-à-dire le croît démographique est trop rapide comparé à nos capacités et nos ressources. C'est humain. C'est humain. Il y a ce qui relève de l'humain. Ça, c'est humain, le poids démographique. Quand les gens n'ont rien à faire, ils font des enfants. C'est-à-dire, c'est humain. C'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire. Je veux dire, la seule chose que vous avez à faire, c'est de combler votre humanité, alors vous vous donnez le plaisir. Voilà. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est ça. Donc, quand on travaille, quand on a du travail, quand on a des exigences professionnelles... Mais on peut se donner du plaisir sans faire des enfants? Je suis désolé. Je suis désolé, quand on n'a pas les moyens de pouvoir contrôler les naissances, quand on n'a pas les moyens pour la femme, la jeune femme, de pouvoir prendre des mesures contraceptives, de prendre des contraceptifs, et tout cela, je veux dire, c'est un ensemble. Pour moi, le problème de nos indépendances vient de nos universités. Je suis désolé, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Regardons bien dans tous les pays, ce sont d'abord les universitaires qui se retrouvent. Mais attention, nous avons la théorie devant le monde industriel, le monde capitaliste, qui lui n'est pas théorique, il est pratique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien entendu, nous allons prendre cette verticalité et essayer de l'appliquer sur une société, la nôtre, qui n'est pas verticale, mais qui est horizontale. Et nous allons tout fausser. Et je suis d'accord avec vous. Ça veut dire que si nous nous étions reposés sur nos valeurs qui sont les nôtres, parce que les empires, on en a connu, hein. On a connu des empires, des gens extrêmement brillants, on en a connu bien avant les indépendances. Il suffit de revisiter notre histoire et de voir qui était l'empire, qui était Kanka Moussa, qui étaient toutes ces personnes. On va au Mali, on va voir, on va un peu partout, on vient ici au Sénégal, on verra qu'il y avait des gens extrêmement brillants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire, il y a eu, c'est vrai, pour faire face au capitalisme, il y a eu la gauche. La gauche, qui au Sénégal, quoi qu'on dise, et un peu partout en Afrique, arrive au pouvoir. Hein. C'est la gauche qui arrive au pouvoir. Senghor est de gauche. Senghor est de gauche. On va ailleurs, Sékou Touré est de gauche. On va ailleurs, non, je vais vous dire. Ce que vous dites est extrêmement important et intéressant. Mais attendez, je vais vous dire pourquoi je vais vous dire. Je vais vous dire, qu'est-ce qui arrive quand nous prenons l'indépendance? Nous avons la France qui, bien entendu, je suis totalement d'accord avec vous, qui prend le littoral et qui en fait, avec la ségrégation qu'elle va mettre en place, bien entendu, et qui va en faire quand même sa manne financière.
de Saint-Louis jusqu'au Cap Skirring, et l'intérieur qui produit par les rails, qui arrive par les corridors agricoles, par les rails, par peut-être les routes, qui va directement au port et qui fait le commerce international. Nous sommes indépendants. Dites-moi aujourd'hui où sont nos rails. Moi, On y reviendra, mais je veux qu'on progresse, qu'on profite. On est en train d'aller dans tous les sens. Mais attendez. Comme on n'a qu'une heure, Non, il faut qu'on centre Marie-Angélique, quand même les choses. je reviens. Ce qu'il dit est Parce que- extrêmement non, je suis intéressant. d'accord avec Mais lui. je veux qu'on revienne sur la question de l'insécurité. Maintenant. Pas nécessairement. Il a dit des choses qui méritent quand même qu'on échange Oui, un peu. mais je pose C'est la important. question, après vous répondrez. Sur le problème de l'insécurité, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler cette problématique de l'insécurité, les enfants de la rue et la violence contre les femmes? Voilà des questions de société aujourd'hui qui, si on y prend garde, ces sujets, ces questions vont contribuer largement à déstabiliser notre société et notre vécu au quotidien. Voilà. Je crois qu'il est important de poser la question de fond qu'on avait commencé parce qu'il y a des conséquences. Il faut venir à la cause. Vous avez dit quelque chose sur lequel il faut que j'intervienne rapidement. Ce n'est pas une question d'université. L'université, c'est la conséquence d'une orientation politique, d'une politique qu'on définit parce que qu'est-ce qu'on veut? Senghor avait un projet, il disait « Je voulais que les Sénégalais deviennent en fait comme des Français » parce qu'il disait Dakar devait devenir Paris en l'an 2000. Il avait son projet. Senghor, je regrette, n'était pas de gauche. Senghor, C'était un socialiste quand même. il y a socialiste et socialiste, ça je pourrais revenir. Je suis née ici avec l'époque où, quand on parlait de socialiste, c'était la... Senghor, c'était le bloc démocratique sénégalais. Mais il était de la SFIO. Il ne se définissait pas comme tel. Et on a voté sur ces bases-là. Mais pour revenir à une chose fondamentale, je suis d'accord que peut-être les universitaires n'ont pas joué leur rôle, mais ce n'était pas à eux de définir le projet. Le projet devait être porté par des politiques qui, Senghor avait fait toute sa campagne avec le paysanat. Donc, il devait répondre à une première question, c'était comment résoudre la question du paysanat. Ce qu'il n'a pas pu faire. Pourquoi? Parce qu'il fallait bâtir un État. Et on oublie toute la période de Mamadou Dia. Moi, je crois qu'il faut revenir à cette période, les contentieux qu'il y a eu entre Senghor et Mamadou Dia. Mamadou Dia avait un projet. Déjà, en 1958, avec la loi d'autonomie, il a lancé le premier plan Lebré. On avait la proposition de faire de ce pays un pays à visage socialiste et qui devait partir du monde paysan, d'où le développement de l'animation rurale qui devait permettre aux paysans de devenir des paysans conscients, capables de le faire. Mais là où ça a échoué dès le départ, c'est qu'ils ont continué à s'orienter sur une économie arachidière qui n'était plus porteuse déjà. Le Sénégal a été le premier pays producteur mondial d'arachide, ne l'oublions pas. Et on s'est revu tout d'un coup parti. Pourquoi? La terre du Sénégal ne pouvait plus supporter une production arachidière intense. D'où René Dumont qui disait dès le départ, en 1962, il disait l'Afrique noire est mal partie parce qu'on a choisi des spéculations qui ne pouvaient pas correspondre à l'écosystème ambiant. Donc ça, c'est une question de fond. Les mauvais choix qui ont été faits parce que les gens n'étaient pas préparés à gérer des États. Ils étaient préparés à se battre pour une indépendance politique, mais on n'avait pas une idée très claire. Le premier plan, comme je disais, c'était un prêtre dominicain, un Français, avec tout son groupe d'animateurs, dont certains, je les ai connus, parce qu'il y avait une dame, Anita Ben Saïd, qui était dans cette équipe, qui était une amie, et qui expliquaient, eux, leur vision du Sénégal. Donc, vous avez raison de parler des valeurs tout à l'heure, parce qu'on n'a jamais pu concilier économie et superstructure, au sens où notre manière de penser. Est-ce que nous, Sénégalais, on avait une vision d'une société harmonieuse? Je crois que ce n'est plus va organiser un débat sur la question des visions. C'est important. Il faut retenir ça. Alors, mais maintenant, sur la question que j'ai posée. On a fait foncer dans une économie qui n'avait pas de sens, qui tournait en rond et qui ne pouvait créer que le chômage, le sous-emploi, une urbanisation excessive et débridée et une zone rurale, des zones rurales complètement... Maintenant, dans les correctifs, Marie-Angélique, dans les correctifs aujourd'hui... C'est à cause de aujourd'hui. ça. Non, c'est-à-dire on ne peut pas toujours
voir la conséquence sans analyser. Et c'est à cause de ça qu'on se retrouve avec ce problème d'insécurité, où tout d'un coup, des gens sont là, les uns sur les autres, avec une promiscuité. Pourquoi ça se traduit sur le plan sexuel? C'est la promiscuité. Comment on peut comprendre dans un pays où il y a des valeurs fortes, religieuses, que tout le monde accepte, que maintenant on se réveille chaque jour, on voit que tous les types sont désaxés, sont devenus fous, ils ne maîtrisent plus leur libido, ils sont capables de se satisfaire dans n'importe quelle condition, pourvu qu'il y ait un trou. Donc, je crois que ce problème-là, c'est la maladie sociale. Le Sénégal est malade aujourd'hui psychologiquement. Et c'est pour ça qu'on a... Comment on va le résoudre? C'est ça, l'éducation, la communication. On ne peut pas continuer à croire que si on ne touche pas ces banlieues, où les gens s'entassent les uns sur les autres, vous savez, même dans les SICAP, où il y avait des fonctionnaires qui habitaient, ils sont à la retraite maintenant. Vous voyez des enfants, garçons et filles qui dorment dans les mêmes chambres, avec leur tonton jeune étudiant, avec un oncle plus âgé, et vous croyez qu'il n'y a pas d'attouchement pour les filles? Et vous croyez qu'il n'y a pas de grossesse non désirée avec des avortements? Mais personne n'en parle, parce qu'on est couvert par des valeurs religieuses où on ne dit pas les choses. On s'est enfoncé dans une situation qui est tellement préoccupante qu'il faut que l'État bouge. On ne peut plus créer des structures bidons qui vont soi-disant régler les problèmes. Absolument, absolument. On est d'accord parce que quand on voit le livre de Mémi sur la situation en Algérie au moment du Front islamique du salut, ce sont exactement les mêmes problèmes que Mémi pose dans son livre. Je crois que cette question, et quand on faisait aussi les enquêtes au niveau du mouvement citoyen sur qu'est-ce qui se passait véritablement pour que les jeunes prennent le bateau et partent, il y en avait des réponses surprenantes au niveau, par exemple, d'Ayara. Quelqu'un nous disait qu'il en avait assez de dormir dans la même chambre que sa sœur. Que le matin, il dormait, le soir, il laissait la chambre à sa sœur. Et on peut analyser en corrélation avec ce qui s'est passé en Algérie, justement, au moment avant l'explosion. Je connais très bien l'Algérie. Pendant 3 ans, j'ai mené un programme sur la gouvernance et les changements qu'il fallait introduire en Algérie. J'ai fait l'Algérie du nord au sud, d'est en ouest. Et pendant 3 ans, on a sillonné. Il y avait dans l'équipe un Sénégalais, l'ancien Premier ministre Loum, que j'avais pris dans mon équipe parce que je voulais aussi qu'il y ait des comparaisons. Et on a été jusqu'au sud. Ce qui s'est passé, ce qu'ils appellent la décennie noire, c'est le fruit de tout ça. Vous savez, un pays comme l'Algérie, on dit c'est musulman, etc. Mais il y a des orphelinats où on trouve des bébés qu'on a eu à visiter dans le cadre de notre programme, et pourtant on ne reconnaît pas l'enfant naturel. Et pourquoi cette promiscuité? Vous voyez des rues, des jeunes qui sont debout, le regard noir. Vous trouvez normal, ils ont beau aller dans les hammams et autres quand ils sont petits, ils voient les corps des femmes. Puis après, à partir de 8-10 ans, on ne voit plus de corps de femmes. On le devine alors qu'on l'a connu. Tout ce que ça crée comme tension intérieure, etc. Voilà les problèmes de fond. Souvent, ces tensions intérieures peuvent amener des dégâts collatéraux qui sont extraordinaires pour une société, jusqu'au crime. Parce que la preuve, quand on ne peut pas satisfaire sa libido, on est capable de tuer quelqu'un. Cette société, je dis, est malade. Et si on n'est pas conscient que l'État ne prenne pas la juste mesure et décide d'aller à contre-courant de ceux qui ne veulent pas qu'on parle, qu'on croit que tout le monde, il est beau, il est gentil au Sénégal, on n'est plus... Absolument, il faut replacer tout ça dans un contexte d'insécurité aussi sous-régional. Madame Seliba, quelle est votre vision et votre perception justement de cette insécurité, surtout en direction des femmes, et la cruauté aujourd'hui qu'on ne connaissait pas au Sénégal et qui s'exerce particulièrement sur ces femmes et ces petits-enfants qui sont livrés à eux-mêmes? Donc, je m'associe aux idées de Mme Savané, surtout concernant la sécurité qui est le fruit d'absence de politique de prise en charge des problèmes. Je dis souvent qu'on injecte beaucoup d'argent sur les infrastructures, en tout cas sur des projets, mais pas de projet sur le citoyen, sur l'individu. Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. On n'a pas de politique de famille, on n'a pas de projet sur l'individu. Et l'école? Aujourd'hui, l'école de plus en plus est partie en lambeaux.
Aujourd'hui, les instances de socialisation sont en crise, ce qui justifie que Mme Savané parlait tantôt de société malade. Notre société est profondément en crise. Les instances de socialisation sont en crise. Donc aujourd'hui, si on doit bâtir un citoyen, le citoyen qui est capable de faire face aux défis actuels, on n'en a pas. On n'a pas de pilier qui nous permettrait en tout cas de construire. Pourtant, c'est une société, on parle beaucoup de religion, il y a beaucoup de marabouts, beaucoup de guides dans la société. Tout cela est devenu inopérant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a cette forte religiosité que nous avons aujourd'hui et qui ne, je dis souvent, dans chaque média, dans chaque télé, dans chaque radio, il y a un programme religieux. Mais quel est l'impact de ce discours sur le quotidien? Quel est l'impact aujourd'hui de ce discours? Les vendredis, les mosquées sont inondées de monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour moi, je ne vois pas aujourd'hui, il n'y a pas d'impact. Parce qu'il y a plus de violence, l'indiscipline, la saleté. Parce que tout ça, je pense que c'est pris en compte dans la religion qui est un système de vie. Donc il y a un problème. Quel est le problème fondamental? Je pense qu'il y a un problème d'éducation parce que la famille est en faillite aujourd'hui. Et c'est pourquoi je parle de politique de famille qui est extrêmement important. Je me suis dit, face à ce discours religieux qui, excusez-moi, qui pollue aujourd'hui parce que voilà, à tous les niveaux, mais ça ne rentre pas dans le cerveau du jeune. Parce qu'il n'y a pas une éducation de base qui va être connectée avec ce discours. Il n'y en a pas. Ce jeune s'en fout. Aujourd'hui, on est dans un contexte, je me dis, de sauve qui peut, parce que quoi qu'on puisse dire, l'État n'a pas pris en charge certains problèmes. Et je dis souvent, on est actuellement dans une situation catastrophique parce que les politiques n'ont pas pu bien gérer. Tout le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème de gouvernance, tout simplement. Moi, je ne sais pas contre la... Moi, c'est un faux débat de parler de planification, etc. Même si le Sénégal a fait des avancées, parce qu'on est en 5 femmes en moyenne. Mais le problème, c'est un problème de gouvernance. Comment aujourd'hui les politiques doivent gérer le pays pour que les gens puissent... Merci, merci Célie. Charles, alors par rapport à cette question de l'insécurité et notre rapport à l'argent, il y a deux faits qui nous préoccupent. Notre rapport à l'argent, mais aussi le fait que le Sénégal devienne, dans ce contexte, une sorte de plaque tournante, en tout cas de pays de transit du trafic de la drogue. Est-ce que cela ne nous préoccupe pas et ne constitue pas un autre défi à relever par rapport à cette situation-là? Oui, moi je pense que ce sont les conséquences. Notre rapport non, pas de notre rapport avec l'argent, c'est notre rapport avec l'argent facile, l'argent qui ne nous appartient pas. Et cela commence au sommet. Vous savez, le poisson, il pourrit par la tête. Notre pays, il pourrit par l'État, au sommet. C'est à son sommet qu'il est complètement pourri. Quand vous entendez un certain nombre de choses, certains rapports qui nous tombent dessus venant de tous les organismes de contrôle, organes de contrôle de ce pays, nous sommes complètement assaillis. Ce pays est gangréné par d'abord son élite. Quand vous allez beaucoup plus bas et que vous avez un filtrage, une circulation au compte-gouttes de la monnaie, bien entendu, plus bas, on fait ce qu'on peut. Et comment on le fait? On le fait sur qui on peut. Et c'est plus facile. L'autre est dans sa voiture, il est dans sa grande villa, avec ses gardiens, ses caméras devant chez lui. Il est protégé, des portes en fer, verrouillées, parfois même des codes. Dans d'autres quartiers, ce n'est pas le cas. Naturellement, on se retrouve dans ces situations-là. Je pense qu'on l'a dit. Donc le vrai problème, alors la drogue aujourd'hui, écoutez, l'argent facile, c'est la drogue. Quand bien même cela ferait des ravages chez les jeunes, chez nos enfants, dès le bas âge, chez nos filles, ce n'est pas le problème, pourvu seulement que j'ai. Le je suis de... De me bëgg tekki. C'est quelque chose de... C'est illustratif d'une société complètement en perte de repères historiques, une société malade qu'il faut psychanalyser, je le disais hier. Il faut que nous, Sénégalais, nous nous regardions dans le blanc des yeux et que sans concession, nous nous disions nos vérités. Vous savez, moi je vais vous dire, j'ai choqué. Vous prenez... où sont les Tchendala, où sont les Sédar, où sont les Mignan, où sont les Bouilleux, où sont les Ngour, où sont les Baï? Il n'y en a plus de ces noms chez nous. Nous sommes devenus quoi? Nous sommes devenus qui? Sommes-nous africains? Nous existons-nous depuis seulement avant-hier? Absolument d'accord. Qui sommes-nous? Je suis désolé. Nous sommes une pâle copie d'une histoire religieuse. Je vais choquer tout le monde. Qui sommes-nous? Religieusement, qui sommes-nous? On est des Julie 4, point final. Parce que quand tu es Julie, c'est autre chose. Hein.
La violence, on est violent vis-à-vis de nous-mêmes. Quand nos enfants prennent les pirogues et s'en vont, il n'y a pas plus grande forme de violence que celle d'infliger à son corps et à son esprit autant de souffrances. Et nous le vivons. C'est une faillite. Que font les religieux? Je suis désolé, le discours ne suffit pas, il faut aller là où il faut. Vous savez, quand on va voir Serine Ahmadou Bamba, il n'avait pas de Rolls. Hein. Ses habits, ce n'était pas du Bazin, ce n'était pas du Getzner. Quand on va voir Maodo, Malik, pareil. Quand on va chez les Layènes, pareil. C'est des gens austères. Quand on voit Serine Saliou, c'est l'austérité. Dabar, Sunumam, l'austérité. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons des Rolls-Royce, nous avons des gens en Rolls-Royce, nous avons des gens qui circulent dans des turbines, des gens qui prennent des jets pour voyager. Et vous pensez que quand moi je vois ça, quand mes enfants voient ça, ils ne mettent pas ça comme référence de vie par excellence en disant tout simplement, Madame Savané, que je vois tous les jours, elle n'a pas le droit d'habiter là où elle habite. Merci Charles. Nous reviendrons sur les solutions et comment ce que nous pouvons préconiser. Mais je voudrais, avant Madame Savané, on a eu des modèles. Ce que nous vivons au Sénégal peut aboutir facilement à ce qu'on a connu dans d'autres pays, comme l'Afghanistan, la situation en Afghanistan. Ce qu'on voit aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso, c'est vraiment l'effondrement de l'État. Il y a quelques années, on faisait des études sur l'État, l'affaiblissement de l'État, mais aujourd'hui, c'est l'effondrement de l'État dans différents pays. Quand la marmite, le couvercle ne peut plus fermer, on arrive à des situations désastreuses. Et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on peut tirer comme leçon de la situation de ces pays-là et avertir les Sénégalais sur ce qui nous attend si nous ne trouvons pas de solution? Je crois qu'on n'a pas besoin d'avertir, les gens vivent. Tout ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est analyser une situation déstructurante qui amène nécessairement à des extrêmes. Maintenant, c'est sûr que dans ce qui a été dit tout à l'heure, qu'est-ce qui nous reste comme alternative? C'est la foi, c'est la religion, la transcendance, c'est le fait de pouvoir espérer qu'un jour tu vas y arriver. Or, cette transcendance n'est pas portée par des gens qui sont en même temps des vecteurs de changement et de transformation sociale. Parce qu'on disait le discours, mais il y a des pays où ils ont encore leur religion, où ils ont connu des changements fondamentaux. On n'a pas besoin chaque fois de dire nous étions, nous avions. Je prends des pays asiatiques. Ils n'ont pas passé le temps à discutailler, on était ceci, on était cela. Ils ont agi. Ils ont agi et ils ont donné à leurs citoyens ce sens qu'ils doivent, eux, maintenant, prendre leur revanche sur l'Occident. L'Occident les a colonisés, ils ont dit que ce n'était pas normal, parce qu'on avait des civilisations beaucoup plus vieilles. Mais nous, quand on dit c'est pour nous lamenter, on avait ça, on avait ceci, on avait cela. Non, eux, ils disent on va redevenir ce qu'on était. Et ils ont changé complètement ces pays. Alors nous, on a des faux débats encore. Il faut qu'on parle telle langue, il faut quoi? Je regarde un pays comme une ville-État comme Singapour. Et bon, ils ne se sont pas posé des questions. C'est des Chinois à majorité avec d'autres minorités indiennes, etc. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'anglais parce que c'était le plus pratique pour eux. Ils sont devenus aujourd'hui la première puissance en termes d'éducation dans le monde. Tout le monde va chercher à Singapour les réponses qu'ils ont données. C'est une ville-État. J'ai connu Singapour il y a 30 ans et chaque fois je vois les changements parce qu'ils avaient un projet. On veut aujourd'hui, on sait que le monde va aller de cette manière et ils ont suivi. En 99, j'étais en Malaisie. Et non, c'était en 99. Oui, c'était en 99. J'étais en Malaisie. Et j'ai assisté, parce qu'il y avait la Commission Sud avec le président Nyerere, dont j'étais membre, et on faisait le tour des pays pour voir, au fond, quelle réponse on va apporter aux pays du Sud. Et j'assiste à des programmations où ils programmaient 2020. C'est-à-dire qu'ils étaient arrivés à programmer au-delà de 2020. Et j'ai assisté à des débats où il y avait les politiques, les universitaires, les acteurs sociaux, les paysans, leurs organisations, etc. Et on a vu ces pays comme ça avance. Et pourtant, c'est des pays musulmans. Et pourtant, c'est des pays qui ont leur religion chinoise, etc., hindoue pour certains, ou alors, etc. Donc, on a des faux débats.
on est toujours à perdre du temps sur ce qui ne nous fait pas avancer. Mais Charles... Mais ce qui est important, je pense, aujourd'hui, c'est de voir que partout où l'éducation a failli, partout où le développement a failli, on a envahi. Pourquoi? Parce qu'il y a des richesses. C'est pas aussi, il faut tomber. Toute cette zone sahélienne, ce n'est pas une zone banale. Ils n'ont pas été n'importe où. C'est une zone où il y a des richesses enfouies qu'ils connaissaient mais qu'ils ne voulaient pas utiliser. Parce qu'on sait qu'il y avait quand même une centrale nucléaire à l'époque dans le désert d'Algérie. Au moment de l'indépendance, c'était un problème. Le Mali, on connaît les richesses du Mali. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On crée des pays avec des États faillis, sans État, où rien n'existe. Et à ce moment-là, dans le même temps, l'uranium continue à être produit au Niger, alors qu'on les attaque. Comment on peut justifier que des colonnes en moto, en voiture, traversent des kilomètres pour venir attaquer une base militaire? Pourquoi, etc. Les Sénégalais, comme d'habitude, on croit toujours les autres. Ça n'arrive qu'aux autres. Mais c'est déjà dans le pays. Parce qu'au Sénégal, on ne passera pas peut-être de la même manière qu'ils ont fait au Mali, au Burkina et au Niger. Il y a des structures religieuses qui sont là, peut-être plus fortes. Mais on change la mentalité. On est en train d'islamiser ce pays-là aux grandes dames d'un État laïque qui ne s'exprime plus parce qu'on a peur. Vraiment, ce que Charles a dit, il a posé le problème de l'identité, qui me paraît un problème essentiel. Mais peut-on construire quelque chose dans l'indiscipline, l'absence de méthode, de rigueur, comme vous l'avez si expliqué au début, ça va dans tous les sens et c'est un vrai défi, un vrai problème. Comment organiser tout ça? Sommes-nous conscients justement de tout ce qui nous attend? Est-ce que les gens ont le temps de réfléchir sur eux-mêmes? Le rôle des élites, je crois que les élites devront reprendre le débat et s'investir parce que c'est la seule manière, à mon avis, d'apporter quelques éléments de réflexion. C'est un problème de choix politique. C'est-à-dire qu'il faut arrêter les élites. C'est les élites, ça ne veut rien dire. C'est des individus qui font des choix. On n'a pas vu un pays où des élites décident de changer. Non, les élites bénéficient de cette situation. Qu'on le veuille ou non, c'est les mieux lotis. Même si on a vu que les professeurs là, vous êtes fatigués maintenant, on le reconnaît, les professeurs. Mais la prise de conscience, elle existait avant, c'est dans les universités qu'on recrutait les militants politiques. Maintenant, les gens demandent de l'argent. Parce que, comme il le disait, l'argent a gangréné, surtout l'argent facile. On a parlé de la drogue, on a parlé... Pourquoi le Sénégal, tout d'un coup, est devenu un peu un pays qui est une plaque tournante de toutes ces choses-là? C'est parce qu'il y a une corruption qui gangrène l'État jusqu'au niveau le plus bas. Et cette corruption est entretenue, organisée sciemment. Ce n'est pas n'importe où. Regardez, on a au sud de chez nous la Guinée-Bissau. Pourquoi la Guinée-Bissau ne fonctionne pas? Parce qu'elle est l'otage d'une certaine mafia internationale qui a fait de ce coin-là. Et si la Guinée-Bissau est touchée, franchement, c'est une frontière ténue entre nous. C'est dedans. Le fruit est gangréné et tant qu'on ne le sait pas, maintenant, il faut lutter. On ne va pas continuer à dire les gens doivent penser. Non, il faut qu'il y ait des conditions objectives, des gens qui analysent et qui s'engagent à se battre. Ce sont les élites qu'on trouve dans les universités, ce sont les élites qu'on trouve dans les partis politiques, ce sont les élites qui doivent être, à mon avis, à la tête des confréries religieuses. Et toutes ces élites ont une responsabilité par rapport à la situation. C'est pourquoi, quand on parle d'élite, on est obligé d'en parler de manière globale. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que les réponses préconisées, comme le dialogue national ou bien la mobilisation des jeunes, peuvent constituer des éléments de réponse par rapport à tout ce qu'on a décrit ce matin-là? Alors, Madame. Je dis qu'un pays ne peut pas se bâtir, se construire aujourd'hui. C'est des générations et des générations. Et malheureusement, l'agenda politique est différent de l'agenda de développement. Ce n'est pas les mêmes agendas. Ce que je vois dans l'agenda politique, c'est... excusez-moi du taf-yëngal, c'est des slogans, c'est des idées sans contenu. Je prends juste l'exemple de Clinique D. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'engouement, mais
il n'y a pas un dispositif, il n'y a pas une politique claire par rapport à tout ce qui est hygiène, par rapport à tout ce qui est organisation même du cadre de vie. Donc ce n'est pas des actions ponctuelles. Aujourd'hui, malheureusement, les politiques, c'est des actions ponctuelles. C'est de la visibilité qu'ils développent. Donc, par rapport à tout ce qui est mobilisation, dialogue politique, c'est important d'avoir ce dialogue politique qui rassemble pas mal de parties prenantes. Mais on en a eu les assises nationales, on a eu pas mal de cadres, réforme foncière, réforme des institutions. C'est pourquoi je disais au début qu'il y a eu pas mal de production. On a eu pas mal de production. Il faut agir. Je pense qu'on a pas mal de réflexion et c'est l'action qui manque. Une action assez structurée. Il nous faut des actions structurées dans ce que nous faisons et dans le long terme. Parce qu'un pays se bâtit dans des décennies, dans des générations. On ne peut pas de manière ponctuelle poser des actes et que le prochain qui arrivera aussi va faire table rase. J'en profite avant de donner la parole à Charles, d'attirer l'attention des Sénégalais sur un fait. Par exemple, ici, l'étranger a facilement accès à la terre au Sénégal. Le Chinois qui vient ici peut acheter un terrain, une maison, etc. Et ça va poser problème à l'avenir. Dans un pays comme l'Égypte, il n'est pas possible d'acheter un terrain si on est étranger, pratiquement. Et c'est valable pour l'Éthiopie. Ce sont des pays qui protègent le bien national. Mais au Sénégal, on est trop ouvert et demain, ça va créer des conflits parce qu'arrivera un moment où la question foncière, ça commence déjà, deviendra une question déstabilisante pour le pays. Donc ça aussi, j'attire l'attention des Sénégalais sur ce fait. Et je vous donne la parole. Madame Savané l'a dit, on n'est pas ouvert, je ne pense pas, professeur, on est corrompu. Sa terre, on la loue, on ne la vend pas. On peut la louer. Vous savez, je pense que ce qui nous manque, c'est l'amour pour notre patrie et l'amour pour les uns les autres. Si nous ne nous aimons pas, si nous n'aimons pas notre pays, nous faisons ce qui est en train d'être fait. Qu'est-ce qui, pour moi, est le plus important et qui nous lie, que j'ose appeler la Bible, c'est la Constitution. C'est la Constitution qui me lie à vous, professeur, à vous, Célie, à vous, Madame Savané. Il faut que nous en ayons tous conscience, qu'avant d'être des musulmans, avant d'être des catholiques, des protestants ou autres, avant d'être des animistes, nous sommes d'abord des Sénégalais régis par un document supra qui s'appelle la Constitution. Mais voyons voir. De quoi, excusez-moi du terme, se moquent d'abord les politiques quand ils arrivent au pouvoir? C'est de la Constitution. Nul n'ose toucher le Coran, nul n'ose toucher la Bible. La Constitution, mais c'est au niveau des hommes, ça veut dire entre ce qui nous lie et qui est mandaté dans tous les livres sacrés. On nous a demandé d'être régis par une loi qui est la nôtre. On ne la respecte même pas. Alors quand nous faisons de la Constitution ce que nous en voulons en fonction de nos ambitions et de notre agenda politique, comme on l'a toujours fait chez nous, il ne faut pas s'étonner que quand les plus jeunes regardent ça, ils se disent tout simplement, si vous n'êtes pas en mesure de respecter ce qui nous lie, comment voulez-vous que je vous respecte moi? Comment voulez-vous que je respecte les fondamentaux? Mais le principal fondament de ce pays, c'est la Constitution. Absolument d'accord, et c'est ce que les États-Unis ont compris, parce que les États-Unis n'auraient jamais existé si la Constitution n'était pas... Vous savez pourquoi? Parce que vous dites devant Dieu, d'abord. Dire devant Dieu et faire ce qu'on veut après, ça c'est autre chose. On ne peut pas parler de Dieu et puis après faire ce qu'on est en train de faire. Mais est-ce que dans ce pays, tous ceux qui disent devant Dieu, ils croient véritablement? Parce qu'on peut dire devant Dieu et après aller faire... Mais vous savez, aux États-Unis en tout cas, c'est l'exemple. Vous ne pouvez pas, un président jure et sur la Bible. C'est quelque chose de très, 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 très fort. Au Sénégal, ce n'est pas le cas. C'est pour cela que je dis que ce que nous avons et qui nous lie, qui lie tous les Sénégalais, ce n'est pas la religion, c'est notre territoire, c'est notre constitution. Et c'est nous-mêmes. Au-delà de tout. Maintenant, c'est ce que nous en faisons. Nous en faisons autant pour fois. Nous n'en avons aucun respect. Vous allez dans nos écoles, mais une école est une institution sacrée. Ben allons dans nos écoles, voyons les toilettes de nos écoles, voyons les salles de classe qui accueillent nos enfants, voyons ce qu'on en a fait. Allons dans les hôpitaux, voyons comme le rapport que nous avons avec le bien public, le rapport que nous avons les uns avec les autres, cette indiscipline qui est dans les maisons, et dans la rue, cette promiscuité, et elle a totalement raison. C'est-à-dire, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. En tout cas, les problèmes sont immenses. Mais aussi, il faut agir. Il faut agir. Alors, je voulais dire, vous savez, tout à l'heure, vous avez posé une question. Le plus grand mal,
c'est de croire que c'est la démocratie qui règle les problèmes. La démocratie, chez nous, elle ne règle aucun problème, elle ne fait qu'en créer. En Asie, au Singapour, quand un des ministres, je pense que c'était le ministre des Affaires étrangères ou pas de l'économie qui avait fait quelque chose, il a été exécuté. Et tout a changé au Singapour. Quand vous allez en Malaisie, c'est un premier ministre, Mohamed, je ne sais plus comment, qui a tout changé. Il arrive des moments où vous prenez une décision impopulaire, vous êtes là pour 7 ans ou 5 ans, vous faites ce que vous avez à faire et vous rentrez. En tout cas, je sais une chose, je vais vous donner la parole, Marie-Angélique. On tourne en rond. Mais porté par quelqu'un ou porté par un groupe. Pourquoi j'ai pris le cas de Marie-Angélique, je vais... Et son parti qui ont transformé radicalement ce pays. Ils avaient des options très claires et tout est parti de là. C'est pas... Moi, je pense aujourd'hui, ce que nous devons vraiment construire, en tout cas protéger, c'est la République. Nous devons tous nous battre pour que la République se fortifie, qu'elle continue véritablement à exister. Et le reste, on va s'organiser. Maintenant, pour conclure, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, le débat est fort intéressant et très enrichissant et on reviendra certainement. Quel est votre dernier mot par rapport à tout ce qu'on a entendu ce matin? Dernier mot, moi j'ai de l'espoir parce que je pense qu'on a eu nos indépendances nationales avec toutes les vicissitudes qu'on peut croire. Il y a 2 générations. Ce n'est pas beaucoup pour construire un pays, mais c'est beaucoup pour le 21e siècle, le 20e et le 21e siècle. Donc, on a du retard qu'on peut bâtir. Mais il faut le bâtir sur un projet politique. Moi, je suis aussi politique. Tout ce qu'on dit là, c'est des choses qui vont dans plusieurs sens, parce que il faut un projet social qui a pour ambition de faire des Sénégalais des citoyens du 21e siècle. Sur le plan économique, et pour le faire sur le plan économique, on doit avoir un système éducatif, un système de santé performant, parce qu'on doit avoir des ressources humaines de qualité. Et ça, on peine là-dessus, parce que chaque personne qui vient, qui est au pouvoir, pense à son 2e, voire à son 3e mandat. Donc, ne peut pas prendre les réformes de fond, parce qu'il faut des réformes de structure profonde dans ce pays. Et des réformes, comme on dit, de changer les mentalités, comme les Sénégalais aiment dire. Or, il nous faut des hommes et des femmes de caractère qui sont des patriotes, qui sont prêts à mourir pour atteindre leur objectif. Sankara est mort en peu de temps. Mais pourquoi se fait-il que ce monsieur-là, aujourd'hui encore, on est en train de te référer à lui parce que en quelques 3 années, il a changé beaucoup plus qu'on ne le pense. Aujourd'hui, l'administration du Burkina est l'une des rares où on voit, par exemple, autant de femmes. Toutes les mesures qu'il avait prises pour les femmes sont restées. Toutes les mesures d'hygiène, de propreté, etc., qui avaient été prises sont restées. Donc, un groupe, un individu peut transformer. Lee Kuan Yew était seul. Il a changé. Il a changé comme il disait. Quand je l'ai rencontré, je lui ai demandé, mais comment vous avez réussi? Il a dit l'État a pénétré jusque dans le lit des ménages pour que là-bas déjà, on montre que c'est l'État qui est en charge. En tout cas, une chose est sûre, à Ouagadougou, pourtant le Burkina n'est pas plus riche que le Sénégal, on ne voit pas de mendiants dans les rues. Ça au moins. Mais je voudrais donner la parole à Mme Seliba en disant simplement que si on n'a pas de réforme, comme dit Mme Savané, on finira peut-être par ne pas avoir une révolution, mais des jacqueries et des révoltes un peu partout. C'est la raison pour laquelle les réformes sont essentielles dans une société, en tout cas, qui veut progresser. C'est ces réformes qui vont arriver à apporter des changements de manière profonde. On a besoin de réformes et ces réformes vont prendre malheureusement du temps. Et je disais tantôt que l'agenda politique n'a pas beaucoup de temps. Donc, je vous remercie et je tiens à dire ceci, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui le temps des discussions. Les rencontres qu'on est en train de faire, les dialogues, les assises, je pense qu'on n'a plus le temps, il faudrait agir parce que les responsables politiques, je pense que disposent assez de matériaux pour transformer ce pays. Il nous faut juste des patriotes,
la volonté pour transformer. On a assez de réflexion, je pense, et de production pour changer ce pays. Donc il faut agir, il faut agir. Merci Charles. Mais je vous remercie déjà, mesdames, je vous remercie beaucoup parce que ça a été d'un très haut niveau. Je pense que les Sénégalais gagneraient à vous voir le plus souvent sur les plateaux de télévision, Célie, Madame Savané, professeur, à vous écouter aussi, parce que pour aller quelque part, il faut avoir une lanterne et vous êtes des lanternes. En tout cas, c'est très joli, c'est très beau ce que vous venez de dire, absolument. Et puis, nous allons conclure vraiment sur cette note d'espoir. Je suis convaincue que ce pays, et c'est Tariq Ramadan qui le disait une fois qu'il était là, l'avenir de ce pays se trouve entre les mains des femmes. Ça, on le sait bien avant lui. Penda, on porte sur nos épaules la moitié du ciel. Absolument. Mais je crois que ce pays gagnerait, de mon point de vue, à faire confiance davantage aux femmes et à responsabiliser les femmes parce que dañu am jom, dañu nek jambar. Elles portent justement toutes les valeurs que nous avons connues dans ce pays, bien avant la période coloniale, pendant la période précoloniale. Et Charles a dit une chose extraordinaire. On a tendance dans notre pays à ne bâtir notre mémoire collective uniquement sur cette partie coloniale et la partie religieuse. Et je suis d'accord, le problème d'identité, non, ce que nous représentons, tout ça, nous devons y revenir. Tout le problème aussi, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes. Merci.